Mesdames, Messieurs, bonsoir, il est 20h sur les antennes de la Télé Futur Média. C'est parti pour le sommaire de cette édition. La foudre a encore fait des victimes à Kolda. 4 individus ont été foudroyés dans la commune de Mampatine. Ils sont tous morts. Après la pluie et le beau temps, a-t-on l'habitude de dire. Malheureusement, ce n'est pas le cas à Castor. Les populations de la rue en demandent à la municipalité d'assainir les lieux le plus vite possible. À Kaffrine, le problème est beaucoup plus sérieux. Les autorités de la région veulent un plan directeur d'assainissement. Ce sera d'ailleurs l'objet de notre dossier de ce vendredi. La journée mondiale de la jeunesse célébrée ce 12 août, vous entendrez le directeur du service civique national sur l'intérêt de cette journée. Pour les jeunes syndicalistes de la CSP, la question de l'emploi des jeunes, qui est le thème de cette édition, est une urgence dans ce pays. À suivre en fin de journal, la chronique de Mouhamadou Papis Diaw qui s'intéresse à la crise au Parti socialiste et à la question de la double nationalité. Et puis l'invité de la rédaction, il s'agit d'Aliou Sow, président du mouvement MPD Ligue. Et voilà le sommaire de ces 20h. Dans quelques instants, le développement. Bienvenue à toutes et à tous. Je vous le disais dans les titres, à Kolda, la foudre a tué 4 individus. Les 3 victimes sont d'une même famille dans la commune de Mampatine, dans le département de Kolda. La 4e victime du nom d'Ibrahima Diawo, marié et père de 2 enfants, habite le village de Pringmaoundé dans la commune de Ouassado, département de Vélingara. Politique à présent, la sortie musclée du président de la République à l'endroit des apéristes de Dakar sur leur candidature à l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Le journaliste politologue Pape Amadou Fall y voit une démonstration de sincérité. Pour Abdou Mbow de l'APR, le président de la République n'a fait que son devoir. Je vous propose là-dessus de suivre ce sujet signé Mamadou Fall et Younous Diatta. Entre menaces et injonctions, le patron de l'APR a tenté de remettre les pendules à l'heure au sein de sa formation politique. Macky Sall semble exiger à ses partisans de ne pas briguer le suffrage des Dakarois pour l'élection du Haut Conseil des collectivités territoriales. Cela est jugé comme une démonstration sincère à l'égard de ses alliés. Ousmane Tanor Dieng a été désigné quasiment et aujourd'hui Macky Sall aimerait que l'unanimité se fasse sur cet homme qu'il a bien accompagné. Mais l'honorable député porte-parole adjoint de l'APR parle d'un rappel à l'ordre. C'est quelqu'un qui a l'habitude de travailler avec ses responsables dans la cohésion, dans la discipline, et je ne vois pas comment on peut dire que voilà, arrête. Maintenant, quand il y a des querelles au niveau d'une formation politique, le président de la République, qui est aujourd'hui la personne morale de notre formation politique, doit quand même sonner la fin de la récréation. Selon toujours Abdoul Mbow, le président n'a pas fait de fixation sur les candidats à Dakar. Il parle en termes de coalition. Il n'y a pas une décision formelle pour dire que voilà, il n'y aura pas de candidat. Non, ce n'est pas ça. Ce qui se passe est que c'est une formation, c'est-à-dire une coalition, Benno Bokk Yakaar, qui est en train de discuter avec ses alliés pour trouver la meilleure formule. Mais le journaliste politologue trouve qu'il est normal que Macky Sall demande à ses partisans d'arrêter de s'autoproclamer leader dans la capitale. Sur quel piédestal un apériste peut se mettre aujourd'hui pour dire Dakar nous appartient? Non, il y a une bataille à mener. C'est un combat qui va être extrêmement difficile, même éprouvant. L'épée de Damoclès planerait-elle sur les têtes des troubles faits à l'APR? Le député Abdou Mbow infirme cette information et évoque le charisme du président Macky Sall. Puis le coordonnateur de la rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence en phase avec le président de la République sur sa position par rapport à l'élection des membres du Haut Conseil territorial, Amadi Dian, que je vous propose d'écouter. Il est interrogé par Cheikh Tidiane Dione. Ça dénote la sagesse du président. Même si pour moi, politiquement, ce n'est pas stratégique. Mais c'est sagesse, sa sagesse. Sa conclusion est simple. À Dakar, c'est Tahol Dakarou qui a gagné. Comme les contradictions entre la mouvance présidentielle et Tahawal Dakar ne sont pas encore antagoniques, qu'il y a possibilité de discuter, de négocier, parce que jusqu'à présent, la plupart d'entre eux sont dans le Parti socialiste. Et le Parti socialiste, quand même, quoi qu'on puisse dire, dans son écrasante majorité, est un allié fidèle et sûr. Donc je pense que c'est sage de dire, mais laissons-le, cette possibilité de pouvoir être présent au niveau du Conseil. Peut-être eux aussi,
ils apporteront leur touche à la construction de ce que nous voulons. Et puis à Richard Toll, les investitures pour le Haut Conseil des collectivités locales créent la division au sein même des responsables de l'APR. Les maires de Mbane et de Roncre contestent les choix portés sur certains responsables dans le département. Suivons à ce propos les explications d'Amadou Tidiane Ndiaye, le maire de Roncre, au micro de Seynou Diop. Nous disons donc que cela, c'est de l'infantilisme parce que nous avons dépassé ça. Nous sommes tous des responsables, on est tous entre maires. De ce que nous devons faire, devoir répondre aux impératifs du parti. Ce que nous devons faire devrait aussi constituer un peu une vitrine, devait un peu faire les louanges du parti. Mais si on fait des pratiques qui rabaissent, des pratiques qui minimisent, des pratiques qui obstruent complètement la bonne marche de notre parti, nous disons que cela est regrettable. Et regrettable parce que simplement ceux qui étaient censés de conduire ces opérations ne connaissent pas la politique. Et c'est dommage, quand on est un apprenti politicien, on fait des erreurs et ces erreurs-là peuvent devenir fatales au parti. Et cet apprenti politicien, en l'occurrence Dr Mamdiop, qui est censé être grand, est finalement très petit. Parce que simplement, quand on dit qu'au niveau du parti, il faut faire des investitures consensuelles, c'est-à-dire autour d'un candidat consensuel, s'il n'y a pas eu de consensus déclaré au départ, il faut donner la possibilité aux prétendants de se voir et discuter, et entre eux de se donner, peut-être quelqu'un pourrait laisser la place à l'autre. Et si cela était possible de faire, malheureusement, ils ne l'ont pas compris. Ils n'ont pas compris qu'est-ce que le Conseil... Et puis la décision de combiner la carte nationale d'identité à la carte d'électeur a approuvé pour la plupart des Sénégalais rencontrés. Le seul inconvénient noté, une fois la carte perdue, bonjour les problèmes. Ils se sont prononcés au micro d'Aïssatou Païfal et Younous Diatta. Une mesure qu'on doit saluer, quelqu'un en particulier comme moi, qui a perdu ses pièces et qui a pu retrouver par exemple la carte d'identité que j'ai sur moi, mais je n'ai pas retrouvé la carte d'électeur. Il y a déjà 2 élections au cours desquelles j'ai fait des demandes et je n'ai pas réussi à avoir la carte d'électeur, donc je n'ai pas pu voter. Une fois qu'elles sont réunies dans une seule carte, bon, il suffit de bien la garder et puis on est sûr qu'on fait les opérations de manière beaucoup plus rapide. Ça c'est bien parce que... C'est très bien. Vu que l'on doit changer l'ancien système, je trouve que cette décision est tout à fait normale. Beaucoup de personnes sont décidées et ne sont jamais allées voter. Dorénavant, le procédé sera normal. C'est normal. La seule chose, c'est qu'à ce niveau-là aussi, il faut faire attention parce que lorsqu'on perdra une carte, on aura perdu les 2. À partir de ce moment-là, il faudrait que le processus pour le renouvellement soit plus rapide, plus diligent et qu'il permette d'aller plus vite vers la récupération d'une carte qu'on a perdue. Sinon, on va se retrouver dans la même situation d'un stock mort de gens qui, comme moi, n'ont jamais voté finalement. C'est beaucoup plus pratique pour nous les Sénégalais dans la mesure où on n'aura plus tendance à perdre la carte d'identité ou la carte d'électeur, aller chercher l'un ou l'autre. Mais aussi l'inconvénient, c'est que si on perd notre carte, on est obligé encore de tout reprendre. Mais sincèrement, moi je trouve que c'est beaucoup plus pratique pour nous. Ça prend moins de place dans le sac, dans le porte-monnaie. Maintenant, si c'est une magouille ou pas, je ne saurais vous dire. Mais... Je vous le disais également dans les titres, la journée mondiale de la jeunesse célébrée ce 12 août. Le directeur du service civique national revient sur l'intérêt de la célébration d'une telle journée. Antoine Wardini soutient que beaucoup d'activités seront menées sur le terrain pour une durée d'1 mois. Il était l'invité du Trésor de la TFM. La journée internationale de la jeunesse, c'est important pour nous. Et dans ce cadre-là, tout ce que je peux vous dire, c'est qu'actuellement, on est en train effectivement de faire beaucoup sur le terrain, de mener beaucoup d'activités avec la jeunesse sénégalaise. Cette jeunesse qui est une jeunesse, comme j'ai dit tout à l'heure, très engagée, une jeunesse saine, une jeunesse qui en veut et qui mérite ce que le président de la République avait dit en début d'année, année de la jeunesse. Il a dédié cette année-là, année de la jeunesse. Donc, cette journée est importante pour nous. C'est pour cela que nous les avons appelés, ils travaillent avec nous et nous les avons déployés sur tout le territoire national. Dans toutes les régions actuellement où vous allez, dans tous les départements, normalement vous devrez trouver des activités menées par les services civiques nationaux et la jeunesse sénégalaise, que ce soit les mouvements à foulard, les scouts, etc. On est sur tout le terrain. Et puis les jeunes face au travail précaire et le thème retenu cette année, une occasion pour les syndicalistes de la CSP de se pencher sur la question de l'emploi des jeunes, une urgence selon eux. Ils étaient en conclave à la maison Ibanyai Diadi. L'élément n'est pas en place, certainement nous y reviendrons très prochainement.
Manque d'assistance des enfants vivant avec le VIH. Le président de l'association des personnes vivant avec le VIH lance son cri du cœur. C'était en marge de l'atelier de lutte contre le sida qui a réuni les maires de Kaffrine, Al-Fatick et Thiès, où les engagements ont été pris par les édiles. Compte rendu signé Seylatir et Chirante Diop. Talasila, le maire de Thiès, a lu la déclaration d'engagement des maires de Kaolack, Fatick, Saint-Louis, Kaffrine et Thiès. Tous ensemble pour une riposte au sida. Cette déclaration d'engagement est l'aboutissement d'un long processus de maturation intellectuelle et politique et se veut une contribution à la stratégie nationale de lutte contre le sida. Elle est axée sur des priorités claires. Ainsi, pour atteindre les objectifs 90-90-90, d'ici 2020, la ville de Thiès s'engage. Thiès constitue ainsi la première étape. Le président de l'association des personnes vivant avec le VIH-Sida a saisi l'occasion pour attirer l'attention des autorités sur la souffrance des enfants et des adolescents vivant avec le VIH. Certes, je reconnais que jusqu'ici, il y a beaucoup d'efforts consentis par les autorités. Qu'on le veuille ou non, les gens sont là. Ils traversent d'énormes difficultés dans la prise en charge. Physiquement, je suis là, mais à mon fort intérieur, je suis absent. Parce qu'un enfant qui vit avec le VIH, qui a 13 ans, qui est aujourd'hui hospitalisé à Fann et qui doit faire face à 2 analyses IRM qui lui coûtent 300 000 francs. Et malheureusement, il n'y a aucun programme pour accompagner ces genres de dépenses. Les maires des différentes communes ont pris l'engagement d'être des acteurs dans cette riposte. Le CNLS et les personnes vivant avec un handicap, les partenaires techniques de la santé qui travaillent avec nous, envisagent de désigner quelques maires ambassadeurs de la riposte contre le sida. J'y suis prêt, je me sentirai très honoré d'être investi de cette mission. Espérons que la rencontre de Thiès va susciter plus d'engagement de la part des autorités et des collectivités locales dans la prise en charge du VIH. Nous ouvrons à présent le chapitre consacré aux inondations à Castor. Les populations de la rue 1 dans le désarroi après les fortes précipitations de la nuit d'hier. Elles demandent à la municipalité de régler le problème dans les plus brefs délais. Ces populations se sont confiées à nos reporters Bira Matior et Mohamed Dia. Pluie diluvienne à Dakar, constat premières inondations. À la rue 1 Castor, c'est la débandade. Plongés dans l'inertie, les habitants exigent l'intervention de leur maire. Le maire de la commune n'a rien fait pour nous. À un certain moment, le nettoiement était assuré par l'équipe municipale, mais aujourd'hui, voilà. Nous sommes des habitants de Castor, nous faisons partie de sa commune. Et dès qu'il pleut, toutes nos maisons sont envahies par les eaux. Il ne nous est pas utile, même pour un balai. Pourtant, nous avons voté pour lui pendant les élections. Mais voilà qu'à chaque pluie, on est inondé. Le malheur ne vient pas seul, a-t-on l'habitude de dire. Ce tailleur se plaint déjà de la rareté des clients. Nous n'avons plus de clients. Dès qu'il pleut, ils ne peuvent plus y accéder. Et même là où vous êtes, vous avez les pieds dans l'eau. Mais de l'avis des travailleurs de cette société d'assainissement, les populations sont impatients. Ils sont pressés, mais vous voyez, l'eau s'évacue déjà. Je suis sûr qu'avant 14h, 15h, tout ira bien. Les inondations font chaque année des dégâts. Il est urgent de prendre des mesures de précaution pour parer à toute éventualité. Inondation également à Fafakoura, c'est dans la région de Kolda, des cases effondrées, des vivres emportés, une population en détresse. C'est le triste bilan des dernières pluies enregistrées dans l'arrondissement. Plus de détails avec Abdoulaye Diallo.
Les habitants de Missirah Koutaïel, village de la commune de Fofokuru, département de Médina Yoro Foulah, sont dans le désarroi. Les dernières fortes pluies tombées dans le département ne les ont pas épargnés. Une bonne partie de leurs réserves en vivres et leurs semences sont emportées par les eaux de pluie. Des cases, des cuisines, c'est des murs de toilettes écroulés. C'est le décor à Missirah Koutaïel. Nous sommes là depuis ce matin. On a fait pratiquement le tour des concessions. Et ce que nous avons vu vraiment est extrêmement grave. Vraiment, c'est la désolation, c'est le désarroi au niveau des populations de Missirah Koutaïel. Bon, on a visité des concessions, on a vu des cases complètement délabrées, des vivres emportés, pratiquement des cuisines hors d'usage. Bon, vraiment, c'est terrible. Bon, nous, autorités administratives, ce que nous pouvons faire, c'est venir au chevet de ces populations. Parce que vous n'êtes pas sans savoir que le rôle régalien de l'État, c'est d'être au niveau des populations quand elles ont besoin d'elles. Bon, c'est dans le cadre de ce travail-là que nous sommes là. Même les puits du village n'ont pas été épargnés. Les femmes préparent le repas à l'air libre, d'où leur appel au secours. C'est une solidarité en faveur de ces sinistrés-là. Parce que tout un chacun n'a jamais souhaité vraiment qu'un tel incident lui arrive. Aujourd'hui, nous devons tous se solidariser avec ces populations-là pour pouvoir les venir en aide, que ce soit en espèces, en nature, que ce soit tous les qu'on vienne en solidarité avec eux. Leur situation risque de s'empirer car le ciel ne cesse d'ouvrir ses vannes ces derniers temps à Kolda. À Kaffrine, la récurrence des inondations inquiète et interpelle. Les autorités de la région prônent l'urgence d'un plan directeur d'assainissement. Les populations n'en peuvent plus de cohabiter avec les eaux de pluie. Les quartiers les plus touchés, Diamagun Centre et Kaffrine 2. C'est l'objet de notre dossier signé Chertidiane John et Dembandao. En 3 tours d'horloge, la ville de Kaffrine enregistre 178 mm. Ces précipitations marquent le début de l'hivernage 2016, synonyme d'un spectre de ruines et de désolation. Le relief accidenté de la région fait d'elle un réceptacle d'eau. Aujourd'hui, des concessions en banco effondrées, des maisons submergées par les eaux. Personnellement, j'avais pris les devants en rafistolant. Aujourd'hui, je vis dans le calvaire. Toutes mes chambres sont effondrées. Je n'ai plus de vivres. Le phénomène est récurrent. Chaque année, les autorités ont des recensements et malheureusement, on ne bénéficie pas de curage de nos fosses septiques, hélas. Avec le conseil départemental, on peut le régler. Vous avez vu dans les magasins de la commune ce qu'il y a comme riz, ce qu'il y a comme ciment. 300 tonnes de ciment et 95 tonnes de riz. Et un sac à 2 sacs de riz par maison selon la taille de la maison. Cap sur un autre quartier situé dans la périphérie nord, même situation, même décor, même inquiétude. À Kaffrine 2, la situation est catastrophique. La ligne ferroviaire complètement détériorée, des maisons englouties par les eaux de pluie. Le phénomène me dépasse. J'ai même fondu en larmes. C'est vraiment pathétique. L'eau dépasse 1,50 m dans les chambres. Il y a un projet. Il y a un projet de canalisation, mais pas à ce niveau-là. Parce que ça va demander des études topographiques. Parce que la canalisation doit nous comme ça. Les populations n'ont que leurs yeux pour constater le dégât matériel causé par les inondations du mois de juillet. C'est très difficile. D'études élémentaires. Moustapha était un élève surdoué au début de l'année scolaire. Il avait accusé une semaine de retard. Aujourd'hui, les populations de la capitale du Ndoukoumane réclament une canalisation pour l'évacuation des eaux pluviales. Au même moment, autorités spécialistes des inondations soutiennent qu'un plan directeur d'assainissement s'impose. On les a trouvés vraiment dans les eaux et c'est comme cela. Mais je voudrais dire qu'il faut que les inondations soient gérées dans le calme, avec sérénité et intelligence, et non dans la panique, dans la passion. Parce que vous savez, dans toutes les villes du monde, avec les phénomènes climatiques, les effets de serre, les inondations existent partout, récemment au Niger. La ville de Kaffrine, sous les eaux,
les populations dans le désarroi total, l'économie de la ville est au ralenti. Après recensement, plus de 1226 sinistrés sont notés et plusieurs familles logées dans les différents établissements scolaires. Chertidiane John, merci. À Bounkiling, une importante saisie de produits pharmaceutiques frais, la chronique suffisant pour demander aux imams de la localité d'intégrer dans leur sermon cette pratique qui peut nuire à la santé des populations. Plus de détails avec Salah Samb et Bakary Conté. La sous-brigade des jeunes de Bounkiling a saisi une importante quantité de produits pharmaceutiques et des denrées alimentaires périmés. Chaque fois dans les ERP, les établissements recevant du public, marché hebdomadaire et partout, sur et partout, et voir récupérer aussi, saisir les produits qui sont nocifs à la santé de la population. Tout récemment, nous avons reçu une note de service venant de la préfecture, comme quoi c'est formellement interdit la vente des produits de la rue, des produits pharmaceutiques de la rue. C'est dans ce sens-là que nous avons mené des activités dans les ERP et dans les marchés. Nous avons saisi à peu près une quantité importante de produits pharmaceutiques. L'adjoint au préfet de Bounkiling, Adam Ngom, a demandé aux imams de participer à la sensibilisation. Ça aggrave les maladies, mais ça n'atténue pas. Alors l'appel que je voudrais lancer auprès des populations, c'est en cas de maladie, d'aller vers les structures sanitaires pour se faire consulter. Voilà pourquoi je voudrais aussi que la lutte soit portée par toutes les populations, les chefs religieux, en l'occurrence les imams. Le service d'hygiène de Bounkiling manque beaucoup de moyens. Les autorités locales comptent les appuyer. Nous saurons porter les plaidoyers nécessaires auprès des populations, mais surtout auprès des collectivités locales qui sont dans le département, comme il a si bien dit, les communes, pour que justement nous puissions en synergie travailler en collaboration avec le service d'hygiène du département de Bounkiling, pour que davantage d'abord que les moyens puissent être là. La sous-brigade d'hygiène de Bounkiling compte multiplier les contrôles pour éviter la consommation des produits périmés nuisibles à la santé des populations. À Bokhol, c'est dans la région de Saint-Louis. Les travaux de la centrale de 20 MW sont exécutés à hauteur de 80%. Les travaux seront livrés en octobre et 9000 ménages vont bénéficier de ce projet. Le ministre de l'Énergie a visité cette centrale composée de 76 000 panneaux solaires. Avec lui, nos reporters Ousseynou Diop et Habib Sek. La centrale solaire de Bokhol va coûter à l'État du Sénégal et ses partenaires 17 milliards de francs CFA. Elle va permettre à terme de résoudre les problèmes d'électricité à 9000 ménages. Le ministre de l'Énergie et du Développement des énergies renouvelables, Thierno Alassane Sall, qui a effectué une visite dans le site de 20 MW en cours de construction à Bokhol à Dagana, s'est félicité de l'état d'avancement des travaux. À ce jour, nous sommes à 80% de réalisation pour un investissement de 17 milliards et nous pensons qu'en octobre prochain, le président de la République, si son agenda le permet, viendra lancer la centrale électrique. Ce projet sera surtout réalisé pour répondre à la vision du chef de l'État pour atténuer la souffrance des populations. Nous avons pensé que c'était là un projet que nous sentions déjà comme étant un très bon projet. À l'époque, quand on rentrait dans ce projet, personne n'y croyait. Bon, mais nous y croyons. Mais parce que tout simplement, quelque part, nous avons les outils nécessaires pour étudier les projets, voir leur rentabilité, mais surtout voir aussi leur impact social. Les travaux ont démarré en 2016. Pour le moment, 76 000 modules sont montés pour ce projet. À l'heure actuelle, les travaux sont réalisés à plus de 80%. D'autres centrales seront également implantées dans le pays. Certainement avant la fin de l'année, d'autres centrales qui vont être mises en service. Mais nous allons surtout lancer un appel d'offres important que le président de la République a voulu novateur, puisqu'il va permettre de fixer le barème peut-être pour l'avenir pour les prix du solaire. Ce projet est en droite ligne avec le plan Sénégal émergent. Il permettra à coup sûr de diminuer le coût de l'électricité dans les zones rurales. À terme, 9000 ménages vont obtenir le courant, une première dans le continent africain, grâce au partenariat public-privé entre la Caisse des dépôts et consignations et les investisseurs privés internationaux. C'est en octobre prochain que les travaux seront livrés.
Retour à Dakar où le secteur de la menuiserie bat de l'aile entre la concurrence des meubles importés, l'absence d'une commande nationale. Les ébénistes ne savent plus où donner de la tête. Pourtant, 15% de la commande nationale leur est destinée, mais ils disent ne rien recevoir depuis l'annonce de cette mesure. Un reportage signé Dissa Prera, Fatou Bintou Badji et Younous Diatta. Moustapha Silla est menuisier ébéniste établi à Grand Yoff. Le travail du bois, c'est toute sa vie. Mais depuis quelques années, les marchés se font rares. Du travail, le menuisier en a de moins en moins. L'année dernière, pendant la période de la Korité, j'avais beaucoup de commandes. Il y en a même certains que je n'avais pas honorés. Mais cette année-ci, j'en ai vraiment peu. C'est comme ça. La menuiserie vit des heures noires ces dernières années à Dakar. La concurrence des meubles importés, l'absence de marché au niveau national, entre autres difficultés auxquelles l'activité fait face. Les meubles importés nous fatiguent, on ne gagne plus de marché car les portes sont importées, de même que les lits. Et en plus, les prix du bois ne cessent de grimper. Des difficultés conjoncturelles, certes, mais aussi structurelles. Pour le président de l'Organisation des professionnels du bois, l'État doit soutenir le secteur. Une volonté politique, que le président de la République prenne ses responsabilités en chassant que c'est nous, les contribuables sénégalais, c'est nous les artisans qui doivent développer le Sénégal. Quand on parle de Sénégal émergent, sans l'artisanat, le Sénégal ne sera jamais un pays émergent, jamais de la vie. Malgré toutes ces difficultés, les meubles sénégalais trouvent toujours et encore des acquéreurs. Cette bonne dame en fait partie, même si ses clients se comptent sur le bout des doigts. Puis Sénégal, nous devons appeler suñuy doom, suñuy jëkkër, suñuy nijaay ñom rek ñoo fi nek menuisier. Bu ñu amé lu ñu jëndé, dañuy dem ci ñoom. Dëgg la importé baxna. Waaye taabal boo ci teg boo ko xëccee mu wekkeeku boo ko bëggee fomp am problème ah du dëgg balaa caag nag ñu jàppale suñuy doom ak suñuy kii menuisier yi fii rek. 15% de la commande nationale destinée aux artisans locaux, une décision du gouvernement qui n'a toujours pas d'effet sur le travail des menuisiers ébénistes, des artisans qui attendent toujours ce part de marché qui leur est promis, le seul espoir qu'ils ont pour rebooster ce secteur pourtant porteur. La CNES, toute griffe d'or pour défendre son président Mansour Kama, attaqué depuis 2 ans par Serigne Mboup, le patron de CCBM. Ses camarades ont tenu à le défendre devant les journalistes. Selon eux, Serigne Mboup émet des contre-vérités sur Mansour Kama. Compte rendu de cette conférence de presse signé Fatou Bintou Conté et Yafaraba. Mansour Kama, le président du CNES, Confédération nationale des employeurs du Sénégal, attaqué par Serigne Mboup, ses camarades contre-attaquent et parlent d'acharnement viscéral. Quand on s'attaque à la dignité d'un homme, ceux qui dirigent ont la responsabilité de répondre. C'est tout. Comme on le fait dans une famille. Face aux journalistes, les membres du CNES sont montés au créneau pour battre en brèche les propos tenus par le patron de CCBM. M. Mboup a eu à dire que M. Mansour Kama court derrière les présidences de conseils d'administration et en tout cas à la tête d'autres organisations où il essaie de se maintenir. Nous nous inscrivons en faux. Quant à la durée du mandat de Mansour Kama et de sa légitimité, ses camarades précisent qu'ils l'ont choisi en toute responsabilité. Quand on dit que pendant 30 ans on règne sans partage, c'est suffisamment grave. Parce que comme l'a dit tout à l'heure le président Ndiaye, les chefs d'entreprise ne sont pas des démunis, sont des personnes intelligentes, sont des chefs d'entreprise qui n'attendent rien d'un président élu, qui sont capables de se débrouiller tout seuls, sortis des meilleures écoles, qui ont tout, qui ont leur terrain comme on dit. S'ils ont décidé librement, dans une organisation purement privée, de mettre à leur tête un de leurs pairs, de qui ils n'attendent rien, quand même, le minimum de décence aurait voulu qu'on laisse à un cercle privé choisir librement son chef et de laisser la durée de son mandat. En tout cas, les camarades de M. Kama ne comptent pas laisser quiconque jeter l'opprobre sur le président.
Serigne Mboup, de son côté, a fait face à la presse cet après-midi pour répondre à ces attaques. Certainement, vous l'aurez dans nos prochaines éditions. La France perd de son influence en Afrique sur le plan économique. C'est du moins la conviction de Koumba Diaoné, la chargée de la coopération et du développement des Républicains de Nicolas Sarkozy, soutient que l'Hexagone gagnerait davantage à reconquérir un continent qui regorge de ressources. Nous l'écoutons, elle est interrogée par Fatima Ba. La France perd de l'influence en Afrique, c'est certain. Une perte d'influence économique, une perte d'influence culturelle. Et la perte d'influence économique, on part du constat que la France arrivait très souvent dans beaucoup de pays africains en territoire conquis, de par les liens coloniaux, mais aussi de par les liens qui étaient plutôt directs. On ne peut pas aujourd'hui avoir des politiques et vouloir le contraire. Moi, je dis ouvertement que si on veut restreindre, par exemple, l'entrée des étudiants africains en France, ça réduit aussi demain des parts de marché. Il est vrai que les entreprises africaines n'ont pas les mêmes normes que les entreprises européennes, ce qui fait que la difficulté va se trouver là. Mais est-ce que ça ne peut pas aussi inciter les entreprises africaines à avoir de meilleures normes et à se mettre au même niveau international pour affronter la concurrence et la mondialisation? Un mot de sport avant la chronique. Le comité national provisoire de savate boxe du Sénégal organise la formation des moniteurs. Objectif, booster la discipline sur toute l'étendue du territoire national. Au total, 37 récipiendaires vont participer au stage à la salle de sport de l'École nationale de police. Plus de détails avec Chertigan John. 37 tireurs sur le tatami de la salle de sport de l'École nationale de police. Ils bénéficient de l'expertise d'un technicien français, un stage axé sur la technicité, l'efficacité et la rapidité. Parce qu'un entraînement, ça se prépare, ça se prend, ça se codifie, ça se développe. Donc tout cela, il faudrait qu'un moniteur puisse avoir la compréhension systématique de comment on déroule un entraînement dans une salle. Les tireurs en profitent aussi pour améliorer leur savoir-faire et leur automatisme. Former les officiels pour qu'ils puissent juger. Donc il y a tout un aspect tactique, technique à mettre en place et des formations théoriques. Mais le principal, c'est que déjà ils sont motivés, ils ont envie d'apprendre. Et c'est déjà ça qui est intéressant et qui est facile à faire. On a un niveau qui est intéressant par rapport aux athlètes, un niveau technique qui est bon. Raymond Préra, vice-champion du monde, prête main forte à l'initiative pour le rayonnement de la savate boxe au Sénégal. Cette fois-ci, je vais faire l'effort le plus moment. Je verrai tout ce que je pourrai faire pour la discipline dès que je retournerai en Espagne. En tout cas, Djiba a beaucoup fait pour la savate boxe. Le 13 août prochain, 7 clubs savate boxe vont en découdre sur le ring du stade Iba Mar Diop de Dakar. Cette compétition marque le début du championnat de la discipline au Sénégal. À présent, la chronique du vendredi de Mohamed Papis Diao. Il s'est intéressé aujourd'hui à la crise au Parti socialiste et la question de la double nationalité. L'État sénégalais a choisi sa couleur, celle qui est totalement diluée dans l'air du temps. Un temps subtilement politisé comme pour se faire violence et s'interdire des vacances. Il n'est peut-être même pas cohérent d'envisager un silence politique. Silence ici égale vacances. Visiblement, la chose politique et le politique lui-même ne se dégagent jamais un espace de répit. Vivement alors cet été politiquement coloré au détriment des traditionnelles activités qui faisaient tendance en cette période. Elles étaient même souvent l'épicentre des attractions. Il n'en sera pas ainsi pour cette fois, pour deux faits au moins. Il y a d'abord ce flagrant supplice socialiste au bord de l'implosion. Une implosion qui obéirait à un leadership contesté pour défaut de légitimité. Et le second, c'est cette nouvelle polémique, presque hybride, qui a fini de s'installer, la fameuse question de la nationalité. Elle est le sujet majeur pour lequel il n'est pas possible d'adopter une position neutre. Elle est tellement sensible et importante de par ses éventuelles conséquences que chaque Sénégalais a l'obligation de la prendre très au sérieux. En regardant dans le rétroviseur politique de l'Afrique,
on traîne encore les séquelles issues des crises enfantées par les questions de nationalité. La Côte d'Ivoire en est une illustration au moment où l'actuel président Ouattara a convoqué son peuple autour d'un référendum. Référendum dont le point focal est l'article sur l'ivoirité qui doit disparaître de la Constitution. Ici, pas loin, au Gabon, le ridicule nous étouffe quand Ali Bongo, président en exercice, se voit refuser par l'opposition une candidature pour une anomalie à l'état civil. Donc, d'authenticité, ce qui signifie que le socle est également la nationalité. La question de la nationalité se heurte toujours à sa propre impertinence, parce que très souvent, elle est un instrument de disqualification de l'adversaire à la veille des joutes électorales. Mieux, toutes les personnes ciblées par cette trouvaille politique ont été soit des chefs d'État, des premiers ministres ou simplement des ministres de la République. Voilà la réalité. Ici en Afrique, l'été n'est jamais indien, il est toujours politique. Ahmed Papis Diaw, merci. C'était le dernier élément de ce journal. Excellente suite de programme en compagnie de la Télé Futur Média. Au revoir. À présent, on vous laisse avec Bouba. C'est pour les besoins de la permanence. Bouba, bonsoir. Bonsoir, cher Tidiane, et excellent week-end à toi. Je pense que tu seras de retour demain. Même pas? Je sais pas. On verra l'agenda de la rédaction alors. Tout de suite, l'invité du 20h qui arrive dans un instant, juste après ceci. Bonsoir et bienvenue, mesdames, messieurs. Merci de regarder la télévision Futur Média. L'invité du 20h est l'ancien ministre président du MPD Ligue, Aliou Sow, répond aux questions de Papis Diaw. Il revient notamment sur la refonte partielle du fichier électoral et bien sûr sur le débat polémique sur la double nationalité de nos futurs candidats aux élections donc électives. Papis, bonsoir. Merci à toi, Bouba. Merci à nos téléspectateurs. Merci encore.